Retour dans le hall 4 de Polytech pour l'édition 2021 sur l'espace emploi compétences où j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Lanoux. Bonjour Grégory. Bonjour David. Vous êtes directeur de Biogaz Valley, ainsi que Sylvain Faure. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes président de Utisa, un cabinet conseil spécialisé sur l'optimisation des coûts et des process industriels. Le sujet donc de cette... Oui, vous... Non, je vous en prie. Bonne présentation. Merci. Le sujet donc de cette table ronde, voir comment est-ce que la filière biogaz peut optimiser ses coûts, peut faire évoluer son modèle pour pérenniser son avenir et donc, vous l'avez compris, réduire ses coûts. Mais avant effectivement que l'on parle avec vous, Sylvain, de la manière dont on peut agir concrètement, peut-être avec vous Grégory, revoir quel est le contexte aujourd'hui auquel les entreprises de la filière biogaz sont confrontées. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a cette nécessité de réduire des coûts pour pérenniser son avenir ? Alors, c'est pas d'aujourd'hui, ceci dit. Ça fait quelques années qu'on a commencé à travailler dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on doit travailler sur nos coûts? C'est qu'aujourd'hui, la filière est une filière qui est aidée. Donc, les tarifs sont des tarifs régulés par la puissance publique qui complète, on va dire, pour garantir un niveau d'achat qui rende les projets faisables, pour que les choses puissent se développer et qu'à terme, on ait une filière qui sorte suffisamment de projets pour pour alimenter les acteurs qui apportent des solutions. Donc, concrètement, c'est les soutiens publics. Alors, il y a des soutiens publics, ces fameux tarifs que j'expliquais. Pour autant, les choses ont changé en novembre 2020 puisque ces tarifs ont été baissés pour le biométhane de manière assez significative dans le cadre des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et c'est donc sur cette feuille de route que l'on travaille depuis déjà un peu plus de 2 ans avec le comité stratégique de filière. Grégory, du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à aller voir particulièrement Utisa? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous travaillez ensemble effectivement dans cette logique de réduction des coûts? Alors tout simplement, quand on s'est posé la question de quelle méthode on pouvait utiliser pour que la filière se l'approprie et la mette en œuvre dans ses entreprises, en faisant un petit tour d'horizon avec nos collègues de GRDF et de Total Energy, ainsi que tous ceux qui sont autour de la table, parce qu'on est beaucoup plus nombreux que les pilotes dans le cadre du comité stratégique de filière et de nos travaux, on a identifié la méthodologie Design to Value. Cette méthodologie Design to Value nous semblait la plus pertinente pour percoler et que chaque apporteur de solutions puisse la décliner chez lui et proposer des produits et des services qui coûtent moins cher à produire, qui coûtent moins cher dans leur exploitation, mais qui apportent le même niveau de qualité. Ça, c'était vraiment l'exigence de départ. Et donc, on a fait un peu le tour des acteurs qui existaient en France et on a fini par retenir Utisa dans le cadre d'un appel d'offres. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que certains acteurs de la filière avaient déjà initié des choses avec des résultats assez intéressants. Je pense à des gens qui font de l'épuration, qui avaient commencé à réfléchir sur le sujet et qui étaient allés avec d'autres acteurs, des confrères d'Utisa, et qui ont identifié des marges de manœuvre pertinentes. Et on s'est dit qu'il fallait pouvoir le proposer à la filière. Et c'est ce que l'on fait à travers de la sensibilisation d'abord, pour que les uns et les autres puissent savoir de quoi on parle. Ensuite, de la formation pour qu'ils se l'approprient. Et puis, pourquoi pas derrière, qu'ils le déclinent dans leurs entreprises. Il y a une bonne réception, a priori, dans les entreprises que représente Biogaz Valley. Ils comprennent effectivement l'enjeu. Alors, les entreprises que représente Biogaz Valley et puis plus largement les acteurs de la filière, là-dessus, on n'est pas du tout sectaire, on travaille pour tout le monde. Nous, l'enjeu, c'est que la méthanisation se déploie en France et de la meilleure des manières qui soit. Oui, il y a une réception plutôt bonne. Après, on constate aujourd'hui que la période est quand même compliquée. Il y a énormément de projets qui sont dans les registres de capacité, donc dans les tuyaux, et qu'il faut les produire dans un temps relativement court. Donc, tout le monde est le nez dans le guidon et il faut réussir à les extraire de ce quotidien très chronophage et productif pour les emmener sur la suite. Parce que nous, ce qu'on vise, c'est l'étape d'après. Et les emmener dans nos phases de sensibilisation avec Sylvain et ses équipes, dans les phases de formation. Là, on les extrait une journée et puis ensuite, qui se mobilisent en interne dans l'entreprise pour conduire la démarche de changement. Alors effectivement, au-delà de ce cadre général, Sylvain, comment est-ce que ça se concrétise, cette volonté d'aller réduire les coûts au sein des entreprises? Vous envoyez des consultants, ils vont un petit peu auditer ce qui se passe, ils trouvent les endroits où on peut faire des économies? Alors c'est très structuré. Ce qu'il faut toujours se dire quand on lance une démarche Design to Value, c'est quoi le cadre?
Le cadre, c'est quoi la stratégie? Vous parlez de design to value. Pour ceux qui ne sont pas, on va dire, familiarisés avec ces notions, c'est l'air d'être très codifié. C'est quelque chose, c'est un outil qu'on utilise. C'est une méthodologie. Une méthodologie qui consiste à dessiner, designer pour créer de la valeur. Et donc pour réduire les coûts tout en créant de la valeur pour le client. Et la valeur, c'est quoi? C'est comment je remplis les fonctions dont j'ai besoin, quelle solution pour quel niveau de performance, divisé par le coût. Donc j'ai plusieurs façons de créer de la valeur. Soit à ISO performance, je baisse le coût. Soit à ISO coût, je monte mon niveau de performance. Soit je fais les deux dans le sens opposé. Soit des fois, j'ai un petit différentiel. Je vais baisser un petit peu les coûts, mais drastiquement, enfin un peu moins la performance, je veux dire. Ou l'inverse, je monte un tout petit peu les coûts et j'ai un gros gain en termes de fonction de performance. Donc tout ça, c'est une méthodologie très structurée qui consiste à définir le cadre par rapport à la stratégie d'entreprise. Si je suis dans une stratégie d'innovation ou de coût, si j'ai des problématiques d'investissement, de croissance, ce n'est pas la même chose. Donc on va prendre ce contexte-là, parce qu'il faut que ce soit cohérent, et ensuite on va cadrer les choses. Est-ce que je travaille je sais pas, sur le périmètre d'une station complète, juste de certaines fonctions ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de travailler sur tout? Est-ce que je raisonne juste sur les investissements plus 10 ans, 15 ans, 20 ans d'exploitation? Quels critères je peux donner éventuellement à d'autres critères non économiques? Exemple, je ne sais pas, la santé au travail, le bien-être, l'ergonomie, des choses comme ça. Et comment je mesure ma valeur? Et une fois que j'ai posé le cadre, je vais dérouler toute la méthodologie qui va consister à, je caricature un peu, mais enlever toutes les mauvaises habitudes, toutes les sursécurités, toutes les fausses bonnes idées, on a toujours fait comme ça et on ne peut pas faire autrement. Et on va beaucoup se nourrir, vous parliez tout à l'heure de plusieurs secteurs. Nous, on intervient dans une dizaine de secteurs différents, de l'automobile en passant par l'énergie, dans d'autres secteurs, pour venir un petit peu secouer le cocotier. Et l'idée, c'est de se reposer la question, où est-ce que je mets l'argent? Quel est mon bénéfice, moi, en tant qu'entreprise? Quel est le bénéfice pour le client, l'utilisateur final? Et est-ce que cet argent-là est bien utilisé? Et chaque fois que j'enlève 1 euro, où est-ce que j'enlève? Ou chaque fois que je rajoute 1 euro, sur quoi je le mets? Quitte à investir plus pour m'y retrouver un petit peu plus tard, etc. Et en visant des objectifs très ambitieux et en appliquant la méthodologie, qui est en plusieurs phases, on arrive à diverger, puis reconverger, puis diverger et reconverger vers plusieurs concepts en général, plus ou moins disruptifs. Et très souvent, à la fin d'une démarche design to value, vous avez un concept peut-être à moins 10%, relativement facile à mettre en œuvre, un à moins 15%, un peu plus complexe, un peu plus long, peut-être un à moins 25, un petit peu plus ambitieux, un peu plus disruptif. Voilà un petit peu comment ça se passe. Ça, c'est effectivement le cadre général qu'on perçoit très bien et je vous en remercie. Après, concrètement, on va dire que moi, je suis une entreprise qui travaille dans la méthanisation. J'ai envie de réduire mes coûts. Vous disiez effectivement, il faut changer les habitudes. Arrêter de dire, on a toujours fait comme ça, on va continuer à le faire. C'est un peu violent parfois. Ça se passe bien ou parfois c'est un peu raide? Ça se passe très bien avec les bons outils de conduite du changement. Il n'y a jamais d'arrogance de notre part, il n'y a jamais c'est comme ça qu'il faut faire. L'idée, c'est d'emmener les gens vers se poser les bonnes questions, revenir au pourquoi. Pourquoi j'ai utilisé telle solution? Et si la réponse est on a toujours fait comme ça démarre mal. Le pourquoi, c'est quoi la fonction, c'est quoi le vrai besoin, encore une fois. On remonte toujours au besoin. Quand vous prenez votre voiture pour aller quelque part, si vous avez une voiture ou un vélo, le besoin, c'est de bouger d'un point A à un point B. Il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez avoir un vélo à 10 000 euros ou un vélo que vous louez ou un vélo avec 3 roues, 2 roues, je ne sais combien. Mais l'idée, c'est de revenir à cette fonction. Et c'est quoi mon vrai besoin? C'est quoi l'usage? C'est quoi la performance attendue? Si vous voulez faire votre déplacement en 10 minutes ou en 3 minutes, ce n'est pas la même performance. Si vous voulez le faire par tous les temps ou pas par tous les temps, ce n'est pas la même performance. Et donc nous, on va aller re-questionner une unité de méthanisation, on va la décomposer en briques technologiques puis en fonctions. Et chaque fonction, on va les questionner. C'est quoi le besoin? C'est quoi la performance? D'où vient l'argent? Où est-ce qu'on le met? Et l'idée, c'est de mettre tout ça en cohérence et d'optimiser à chaque fois l'investissement et les opérations, enfin l'argent des opérations, pour s'assurer que ça va au bon endroit. Et oui, c'est violent parfois, dans le sens où forcément en atelier, la voix monte, mais nous, on est là pour calmer les choses. Et le fait de factualiser fait que très très vite, les barrières tombent. Parce que s'il n'y a pas de bonne raison, le pourquoi, le fait de revenir au pourquoi, fait que, y compris les gens qui étaient contre le changement, en général, sont confiants que, vu qu'ils n'ont pas de réponse pour expliquer pourquoi il ne faudrait pas changer, on y va. Grégory, Sylvain est en train de parler d'atelier. Ça me pose la question, comment est-ce que ça se passe concrètement? On est une entreprise, on a envie de baisser ses coûts, on prend contact avec vous, vous nous mettez en relation avec Utisa. Comment ça se passe? Alors concrètement, pour nous, il y a un cheminement à avoir, donc qui commence par de la sensibilisation. Avec Utisa, on a programmé des sessions de sensibilisation en webinaire à une dizaine de participants. On a déjà sensibilisé 80, peut-être même une petite centaine d'acteurs de la filière.
Donc, Plutôt les entrepreneurs, du coup j'ai les exactement. gérants. Oui. Alors, ça peut être, ça peut être le responsable du bureau d'études, ça peut être le responsable achat, qui est vraiment un maillon clé aussi dans les entreprises. Ça peut être le dirigeant, évidemment, comme c'est la filière méthanisation, ce sont énormément de PME, TPE. Donc le dirigeant est éminemment important dans le dispositif. Bref, des fonctions clés dans l'entreprise. Cette sensibilisation, elle est importante pour qu'ils puissent, comme vient de le faire Sylvain, en 2h30 cette fois-ci, eh bien, répondre à toutes les questions. C'est pour ça que ce sont des petits groupes. Et puis, commencer à imaginer ce que ça pourrait donner chez lui. Ensuite, une phase de formation en physique pendant une journée où on commence à toucher du doigt la méthode, ce que ça bouleverse, le phasage très concret dans l'entreprise, comment la société conseil intervient, etc. etc. Et puis, en plus, on a essayé de l'illustrer avec l'exemple d'une brasserie pour se rapprocher de la méthanisation. Donc on fait, c'est un atelier, nous on appelle ça un atelier aussi de formation. C'est de la pratique. Et on fait un mini projet design to cost sur une brasserie. Donc c'est assez sympathique. Et puis, la phase 3, c'est l'appropriation par les entreprises. Une fois qu'elles ont été sensibilisées, formées, elles décident de se jeter dans le grand bain ou pas. Et pour ça, d'ailleurs, je salue l'initiative de GRDF de proposer un accompagnement financier à une douzaine d'entreprises qui se lanceraient. Certaines n'ont pas attendu, ont déjà fait. Par contre, on se disait tout à l'heure à qui ça s'adresse. Ça s'adresse aussi bien à des bureaux d'études, à des sociétés qui font de l'exploitation, à des assistants à maîtrise d'ouvrage, à des exploitants évidemment propriétaires de leur propre site, à commencer par les agriculteurs méthaniseurs, aux équipementiers de la filière, aux constructeurs, aux développeurs. Bref, ça peut couvrir tout le spectre qu'on connaît dans la méthanisation. Sylvain ? Oui. J'ai cru que vous souhaitiez réagir. Alors la question que je vais vous poser, c'est combien ça coûte ? Très variable. On peut faire du design to value en 1 heure. On aura un résultat de 1 heure de travail, donc ça ne va pas être grandiose. Et on peut faire du design to value pendant des dizaines de jours. Donc tout dépend du sujet. Si je prends à l'échelle d'une centrale de méthanisation, on va dire classique, moyenne taille, en fonction de l'enjeu, des degrés de liberté qu'on va avoir, il faut compter un budget assez conséquent. Par contre, les retombées sont énormes. C'est 20 à 30% d'économie attendue sur les investissements et l'exploitation. Donc quand je dis énorme, enfin énorme, c'est entre 50 et 150 000 euros d'investissement, plus le temps passé en interne par les équipes, parce qu'on ne fait pas ça tout seul dans notre coin, c'est un travail collectif. Donc c'est-à-dire qu'il faut un minimum de retour sur investissement assez rapide, mais c'est le cas, parce qu'une unité, ça coûte assez cher, plus l'exploitation, donc c'est viable. Maintenant, si on fait à l'échelle d'un équipementier ou d'une brique technologique, ça peut être quelques dizaines de milliers d'euros. Mais c'est pareil, ça se finance très très vite. Que 10% sur 300 000 euros, vous êtes déjà à 30 000 euros. Donc dès un équipement, vous avez vite rentabilisé une étude. Et puis, il existe aussi des modèles intéressants où il peut y avoir une part de fixe sur le travail à mener et puis une part variable où il y a une rémunération sur les résultats. Donc ça peut être intéressant aussi parce que là, le conseil se mouille et accompagne dans la perspective d'un résultat attendu. Il faut bien comprendre que quand on fait un projet, la plupart du temps, on accompagne le client dans la mise en œuvre. C'est-à-dire, ce n'est pas juste la phase de quelques semaines ou quelques mois de travail qui consiste à, voyant ce que je vois, ayant appliqué la méthodologie, voilà le plan d'action pour arriver à moins 20, moins 30. Très souvent, on les accompagne dans la durée pour la mise en œuvre. Et effectivement, on accepte une rémunération partiellement variable. Grégory parlait tout à l'heure du fait que les acteurs effectivement, qui pouvaient être concernés étaient très variables. Je pense effectivement à ceux qui font de la méthanisation, qui sont énergéticiens par essence, et d'autres qui sont agriculteurs par essence. C'est un tissu quand même, ce sont des secteurs très variables. Ça va être un vrai défi pour vous d'arriver à leur parler de la même manière ou d'une manière qui soit entendable. C'est là où la démarche est très intéressante. Le fait de les avoir sensibilisés sur le pourquoi lancer une démarche, puis formés sur le comment réaliser une démarche, fait qu'en fait, s'il y a un intérêt de la part des potentiels porteurs de projets, on arrive à se parler sans problème parce qu'ils ont déjà, s'ils viennent nous voir ensuite, puis il y a un dialogue à plusieurs parties, c'est qu'ils ont compris le pourquoi et l'intérêt de la démarche. Donc non, il n'y a pas de souci particulier parce qu'ils sont plus inquiets en général sur est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que je suis capable de ? Est-ce que j'aurai assez de possibilités d'avoir des degrés de liberté suffisants pour changer les choses ? Ou est-ce que j'ai le temps de le faire ? Et c'est là où nous, la démarche qu'on propose
est assez agile, voire très agile, et fait en sorte de ne pas utiliser énormément de ressources internes chez nos clients. Ce qui fait qu'en général, ça se passe très bien. Et je dirais, le plus dur, c'est de bien cadrer les besoins, de bien cadrer l'objectif et le périmètre de travail, pour ne pas travailler sur des choses inutiles en fait. C'est un peu Inception, c'est du design to value dans le design to value. On a compris, l'objectif, c'était effectivement de baisser les coûts de production, on va dire, du biométhane en bout de tuyau, sur tous les acteurs de la filière. Mais est-ce que tous les acteurs de la filière ont des intérêts convergents? Et comment est-ce que ça se gère dans une question de rationalisation des coûts? Puisque finalement, celui qui vend les machines, il n'a peut-être pas envie de les vendre moins cher pour qu'au final, le biogaz, il coûte moins cher. Finalement, il s'en fiche, il veut vendre sa machine. Et plus importante sera sa marge, mieux il se portera. Est-ce que je me trompe? Alors, dans l'absolu, on pourrait raisonner comme ça. Avec aujourd'hui un coût du gaz très élevé, la méthanisation est rentable hors aide. Hein. Je vous l'affirme aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas la même réalité dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. A priori, on est parti pour quelques mois, Alors, voire plus. Ça va durer à la hausse. Ceci dit, il faut néanmoins répercuter aussi les coûts des matériels qui ont dû utiliser de l'énergie pour être construits, qu'ils l'internalisent pour partie. Bref, c'est valable pour tout le monde, cette réalité-là. Pour revenir à la question plus précisément, tout le monde a un intérêt à ce qu'il y ait des unités de méthanisation qui sortent. Parce que, alors je ne vais pas vous faire tous les avantages liés au biogaz, mais dans le mix énergétique français, il y a un intérêt évident. Donc, tous les acteurs de la filière ont intérêt à ce que les projets se développent. Aujourd'hui, on est sur un rythme de croisière autour de 150 unités en biométhane, par exemple, qui sortent, qui représentent à peu près 80% du volume de ce qui sort. Sauf que, ça, c'est ce qui sort aujourd'hui. La baisse des tarifs a fait qu'il y a eu un gros coup de frein sur ces nouvelles sorties. Donc, il faut s'interroger sur le modèle de demain. Et le modèle de demain doit intégrer une baisse des coûts si on veut garder ce rythme de croisière et que les à peu près 500 entreprises de la filière puissent continuer à apporter des solutions aux porteurs de projets. Parce que pourquoi on fait du design to value? Pour que la valeur revienne in fine au porteur de projet qui exploitera son site de méthanisation. Donc c'est bien là qu'on veut en venir et qu'on ait une énergie renouvelable, pilotable, faite sur les territoires en France, qu'on soit plus dépendant de la géopolitique. Donc ça, c'est extrêmement important de le replacer. Et puis après, baisse des coûts, certes, on a cette démarche phare avec Utisa dans le cadre du comité stratégique de filière, mais on mène aussi de nombreuses actions sur la valorisation des coproduits et plein d'autres sujets. Sylvain Faure, sur cette question de la convergence effectivement des différents acteurs de la filière, est-ce que vous êtes arrivé d'assister à des discours très différents en fonction du fait que vous parliez à un équipementier, à un exploitant, à un développeur? Les intérêts ne sont pas toujours convergents à court terme. Maintenant, je reviens à ce que vous disiez sur si je suis équipementier, par exemple, que je vende une brique technologique, une solution, si je baisse mes coûts de moins 30% et que je fais moins 20% sur mon prix de vente, ma marge augmentera naturellement. Et j'en vendrai normalement plus et j'aurai un avantage concurrentiel sur mes concurrents. Donc en fait, j'ai tout intérêt, si je suis équipementier, à me lancer dans cette démarche-là. Si je suis constructeur, également, parce que je pilote des équipementiers et moi-même, je construis un petit peu. Si je suis exploitant, encore plus, j'ai envie de dire. Une centrale de méthanisation sur 10 ans, c'est, on va dire, 2 tiers à 3 quarts d'OPEX, c'est-à-dire de coûts d'utilisation et d'exploitation, et un petit quart à un petit tiers de CAPEX, c'est-à-dire d'investissement, et après, il y a toute la première maintenance. Donc, il y a toujours des tunnels entre les OPEX et CAPEX, et l'idée, c'est de gagner partout, et pour pouvoir réinvestir après là où c'est le plus pertinent. Donc, en fonction de qui je suis, j'ai toujours intérêt à le faire. Et il y a toujours un intérêt commun qui sera convergent, sauf si peut-être j'ai des brevets, des choses comme ça, mais et encore, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Et tous les gens qui se lancent dans la démarche se lancent en disant oui, il faut que j'arrive à moins 20%, moins 25%, moins 30% si possible, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, il faudra y être. Et si on n'y est pas nous, ce sera peut-être d'autres. Grégory, effectivement, pour finir cette table ronde, vous aviez commencé, et je vais vous laisser effectivement l'évoquer, quels sont les autres axes que vous avez choisi de développer pour baisser les coûts? Alors, ou optimiser les rendements, j'imagine. Effectivement, il y a de très nombreux sujets sur la table. Alors juste quelques-uns qu'on travaille dans le cadre du comité stratégique de filière, notamment par exemple avec Engie qui pilote une action sur la valorisation du CO2. Parce qu'en fait, on produit aussi du CO2 biogénique. Donc c'est un coproduit.
Exactement. Et si on arrive dans le modèle économique à valoriser également l'ensemble des coproduits dans une logique d'économie circulaire qui est déjà active dans la méthanisation, mais encore plus renforcée, eh bien, il y aura de nouvelles sources de recettes et donc on améliorera le modèle économique. Donc la valorisation de ce CO2 est un sujet sur lequel on travaille notamment avec Engie et un certain nombre d'acteurs autour de la table. Faut pas oublier le côté, Sylvain le rappelait, coût d'exploitation. La formation est éminemment importante, la formation des acteurs de la filière, la formation des exploitants. Et donc, il y a eu un travail de fond mené alors, par Biogaz Vallée, par le Club Biogaz de la T2E, par Engie à nouveau, sur faire en sorte qu'on identifie bien les formations, qu'elles existent auprès des services de l'État, parce que ce sont des métiers nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient référencés pour qu'on ait des gens qui viennent se former dessus. Et ce n'est pas chez Emploi Environnement qu'on va dire le contraire. Donc ces documents-là, ils doivent être produits par la filière, pour la filière. Et donc ça fait partie des travaux. Être vraiment au meilleur niveau pour avoir la meilleure exploitation possible. Des labels également. Alors là, ce n'est pas produit dans le cadre du comité stratégique de filière. C'est la T2E qui a monté une initiative que l'on salue et à laquelle on participe de qualité dans la filière, donc avec un label qui doit permettre de certifier tout ça. Donc effectivement, logique de qualité, de quantité et de coût, le prisme qui permet de travailler sur la pérennité de la filière. Merci à vous deux d'avoir participé donc, à ce plateau. Merci à vous de l'avoir suivi. Donc, je vous rappelle que vous pourrez le revoir en replay donc, dès maintenant d'ailleurs donc, sur le site Actu Environnement. Et je vous donne quant à moi un rendez-vous dans quelques minutes pour un nouveau témoignage de recruteur. En la parole de Sophie Moretti, donc directrice du recrutement chez Ortec, s'agissant des métiers de la maintenance. À tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Merci.